Bonjour tout le monde. Alors, j'ai décidé d'enregistrer cette capsule pour soutenir, aider ceux d'entre vous qui auraient quelques problèmes avec la jurisprudence, puisque nous n'avons pas eu l'opportunité d'en parler lors du cours. Par ailleurs, un d'entre vous a envoyé un appel à l'aide. Alors, c'est une forme de réponse à cet appel à l'aide qui sera également utile pour l'ensemble des étudiants du cours. Alors, je vais partager mon écran. On va aller chercher le plan de cours, ce que je fais immédiatement. Et en allant chercher le plan de cours de la sorte, nous pourrons donc voir, excusez-moi, donc c'est ici, nous pourrons donc voir les différents titres de jurisprudence que nous avons sur le plan de cours. C'est plutôt ici. Alors, pour le cours du 5 septembre, comme vous le voyez, nous n'avions qu'une seule jurisprudence à lire. Alors, la question qui a été posée en ligne, elle essaie sous-entendre également que ce n'est pas clair pour tout le monde ce qu'est une jurisprudence. L'étudiant demandait de l'aider à trouver la jurisprudence dans un arrêt. Or, la jurisprudence, c'est l'ensemble des jugements prononcés par les tribunaux supérieurs au Québec ou au Canada. Donc, vous ne trouvez pas une jurisprudence dans un arrêt, ce sont tous les jugements mis ensemble qui constituent la jurisprudence, hein. Pas oublier que nous sommes dans un système britannique et donc tous les arrêts de la Cour supérieure, des cours supérieures ont un effet sur les autres tribunaux et sur la mécanique globale. Nous aurons l'opportunité d'en reparler plus tard. Donc, la jurisprudence, c'est l'ensemble des jugements et on ne trouvera pas une jurisprudence dans un arrêt particulier. Alors, nous remarquerons qu'ici, pour cette semaine, nous avions le renvoi relatif à la sécession du Québec. Donc, nous avons là le titre et nous en reparlerons dans 2 secondes. On poursuit la lecture, 1998, donc la lecture de la référence. 1998, c'est donc un arrêt qui a été prononcé en 1998 par la Cour suprême du Canada. D'ailleurs, je l'ai déjà ici, nous pourrions aller le voir. Donc, vous l'avez, Cour suprême du Canada. Donc, renvoi relatif à la sécession du Québec. 1998, 2 RCS. RCS, cela tout simplement vous indique où vous pouvez trouver l'arrêt. Donc, recueil de la Cour suprême, volume 2 de l'année 1998 à la page 217. Alors, nous, il est évident là qu'on le trouve en ligne également, mais si vous vouliez le chercher donc en format papier, vous devriez aller à la bibliothèque, chercher les tablettes où se trouvent donc les recueils de la Cour suprême et ils sont placés par année. Donc, vous marcheriez jusqu'en 1998. Il y en a plusieurs parce qu'il y a eu plusieurs arrêts. Vous prendriez le deuxième et vous iriez à la page 217. Donc, ça, c'est une première référence que l'on a ici. On a une deuxième référence juste après, hein, Toronto cité contre Ontario, procureur général. Après ça, vous voyez, la référence est un peu différente. 2021, CSC 34, c'est le même principe. Un arrêt prononcé en 2021, en 2021. Sauf que ici, l'arrêt en question est en format électronique, hein, vous le voyez très bien puisque c'est indiqué CanLII à la fin. Donc, CanLII, c'est le système de dépôt électronique de tout ce qui est juridique au Canada. Alors, dans ce cas, il n'y a pas de support papier, ce n'est pas un recueil, c'est tout simplement donc la Cour suprême du Canada. On va indiquer donc le tribunal et on va le trouver en ligne. Notez un autre élément. Vous avez ici 2 parties. Toronto, cité, contre Ontario, procureur général. Il y a donc 2 parties dans cet arrêt de la Cour suprême du Canada. La Cour suprême du Canada est une cour générale d'appel. Ce n'est pas une cour de cassation. C'est une cour générale d'appel. Elle va donc se saisir de quelques dossiers, quelques arrêts, très, 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 très peu.
Elle n'a pas vocation à trancher toutes les questions donc de droit du Canada. Elle ne se saisit que de quelques dossiers particuliers qui posent un problème particulier en droit. Donc, la Cour suprême du Canada est une cour générale d'appel qui va se saisir de dossiers qui lui sont soumis par des parties. Donc, les titres des arrêts de la Cour suprême comportent normalement le nom de deux parties. Toronto, la ville, qui ici était opposée à l'Ontario, procureur général, donc à la province d'Ontario. C'est un titre classique. Deux parties s'opposent devant la Cour suprême du Canada. Dans la tradition britannique, la Cour suprême du Canada tient à avoir des dossiers avec des faits concrets qui lui permettent de vérifier la mise en application de la règle de droit. Donc, c'est tout à fait normal ici. C'est un titre classique. Par contre, vous voyez qu'il y a également des renvois. Vous en avez un ici, un renvoi. Vous en avez, un autre ici, un autre renvoi. Alors, la Cour suprême du Canada peut être saisie par le gouvernement du Canada qui peut lui poser une question de droit, une question en droit. Pour nos amis européens, vous pourriez penser, par exemple, à la Cour européenne des droits de l'homme qui, depuis quelques années, donc suite à un nouveau protocole, peut aussi être saisie par un gouvernement qui peut lui poser une question de droit. Nos amis qui viennent d'Amérique, donc, peuvent aussi penser à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui a aussi ce pouvoir depuis toujours, en fait, la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc, on peut, le Costa Rica l'a utilisé à plusieurs reprises. On peut poser les questions à la Cour en droit. Il y a quelques cours générales d'appel qui ont ce pouvoir, hein, donc ce n'est pas exceptionnel. Mais la Cour suprême du Canada a ce pouvoir. En conséquence, lorsque le gouvernement du Canada pose une question à la Cour suprême du Canada, il n'y a pas de parti. Personne n'est opposé. C'est vraiment une question en droit qui est posée à la Cour. Dans ce contexte, les arrêts, donc, ne peuvent pas avoir deux parties, hein, ou plutôt, le titre de l'arrêt ne peut pas référer à deux parties. C'est dans ce contexte où on parlera de renvoi, hein, un renvoi ici relatif à la sécession du Québec, un renvoi relatif à la loi concernant les enfants, les jeunes. Bon, je vais arrêter, il est très long ici. Oui, mais ça, ce sont des questions de droit qui ont été posées. Mais ce n'est pas parce qu'une décision vient de la Cour suprême qu'on appellera la décision renvoi, puisque comme vous le voyez ici, de la Cour suprême, on a Toronto contre Ontario. Donc, renvoi, cela veut dire que c'est une question de droit. Alors, dans notre cas, puisque nous étudions le droit constitutionnel, mais il s'agit d'un sujet qui est quand même tout particulier, où effectivement, le gouvernement canadien peut avoir un intérêt particulier à poser des questions de droit pour bien être guidé dans la mise en application de la Constitution. Donc, nous verrons régulièrement des renvois dans la jurisprudence que nous aurons à lire, mais il ne faut pas confondre, encore une fois, décision de la Cour suprême avec le titre de renvoi, l'utilisation du mot renvoi. Ceci nous indique tout simplement donc la source de la question en droit qui a été posée à la Cour suprême du Canada. Allons voir donc ce renvoi ici relatif à la sécession du Québec. Ce renvoi, mais c'était donc la première décision qui se trouve dans notre plan de cours. Alors, je ne vais pas passer à travers tout le renvoi. Ici, tout ce que je veux, c'est regarder ce que j'ai mis à votre disposition pour que vous compreniez bien donc, la structure de l'arrêt en question. Notez que lorsque je parle, ben tiens, puisqu'on en parle, notez que lorsque je parle donc de décision de la Cour suprême, j'utilise le vocable arrêt. Si par contre, je référerais, comme ici, à une décision de la Cour supérieure, je parlerai de jugement. On réfère à des arrêts pour les décisions des cours d'appel
et on parlera de jugement pour des décisions des tribunaux de première instance. Donc, comme vous le voyez ici, dans la jurisprudence que je vous ai donnée à lire, vous avez un jugement de la Cour supérieure, donc QC Québec, CS Cour supérieure. Donc, c'est un tribunal de première instance ici, donc du Québec. Et je vous ai donné une jurisprudence à lire, donc de cette Cour supérieure. Rassurez-vous, j'ai pris le soin de voir où cela en était en appel, naturellement. Alors, retournons à notre jurisprudence. Alors, il y a toute une première partie du document qui est en ligne qui ne fait pas partie de l'arrêt comme tel. Cela est d'une nature administrative et ça a été ajouté à l'arrêt, si vous voulez, pour vous aider, pour vous guider éventuellement dans vos recherches, mais ce n'est pas la décision des juges. Alors, regardons le document. Bon, Québec, donc le titre, c'est assez normal. Nous en avons parlé et après, donc ça c'est la référence officielle. Si vous avez à citer l'arrêt en question, vous pourrez donc utiliser cette référence officielle ici. Ça sera parfait, là, si je veux dire. À ceci près que parce que c'est en électronique de la sorte, ils ne prennent pas le temps de mettre l'italique, donc, mais le titre doit normalement être en italique, mais tout le restant est bon là, ici. Là, vous avez le titre complet qui se trouve ici, donc les numéros de greffe. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous donner tout ça. Vous verrez donc le nom des juges également qui étaient présents, donc le juge en chef Lamerre, qui n'est plus évidemment, c'est une vieille décision. Donc là, vous verrez, nous avons aussi un, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est-à-dire l'ensemble des juges qui composent la Cour suprême du Canada qui ont siégé. Les juges, donc de la Cour suprême ou la Cour suprême plutôt, devrais-je dire, est une cour britannique. Donc, suivant la tradition britannique, chaque juge est libre de sa décision. Il peut tout à fait s'associer à des collègues pour rendre un arrêt. Donc, dans ce cas, il y aura 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juges qui prononceront l'arrêt. Comme il peut y avoir un juge qui décide de déposer une dissidence, c'est-à-dire de ne pas être en accord avec la majorité, c'est tout à fait son droit. Il pourrait même, en fait, déposer des motifs séparés pour expliquer, donc pour dire, j'arrive à la même conclusion, mais en suivant une autre voie. Et voici, je vais vous expliquer cette autre voie. Donc, il peut tout à fait le faire, hein, sans aucun problème. Les juges sont libres de déposer donc les motifs qu'ils désirent ce qui composera cet arrêt ici, l'arrêt de la Cour suprême du Canada. Vous voyez, je vous parlais d'un renvoi, mais vous le voyez, renvoi par le gouverneur en conseil, hein, par le gouverneur en conseil. Donc, ce n'est pas une décision qui oppose des parties. Là, ici, dans cette première partie, on a des mots-clés. Hein, tout simplement, comme vous le voyez, là, tribunaux, Cour suprême du Canada, compétences en matière de renvoi, droit constitutionnel, sécession d'une province. Ce sont des mots-clés. On est en électronique ici, donc ce sont des mots-clés qui permettent de trouver plus rapidement la décision en question. Puis après ça, ben, vous avez toute une première partie ici qui est un résumé de l'arrêt. Ça ne fait pas partie de l'arrêt, c'est un résumé de l'arrêt. Je vous l'ai dit, donc ici, ce qui est mis en ligne, ce n'est pas, ben, évidemment, il y a l'arrêt là, mais ce n'est pas ce que les juges ont écrit. Il y a une partie qui est ajoutée, donc dans cette formule électronique, pour nous faciliter la lecture, mais tout ce que je viens de dérouler là, ici, ce sont des éléments que vous n'utiliserez pas devant les tribunaux ni dans votre cours. Vous ne m'expliquerez jamais que dans la première partie de l'arrêt de la Cour suprême, il est dit que la Constitution n'est pas uniquement un texte écrit, parce que ici, ce n'est pas ce qui a été écrit par un ou des juges, c'est un fonctionnaire qui va faire donc ce résumé, ce qu'on a une personne qu'on appelle un arrêtiste, qui fait ce résumé administratif, mais qui n'a pas de valeur
juridique. C'est véritablement pour notre confort, pour nous aider. Alors, quand utilise-t-on cela? Ben, si vous faites des recherches, là, vous allez sur une banque de données, vous tapez tac, 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 tac. Là, vous avez 50 arrêts là, qui sortent et puis ça vous semble intéressant. Alors, là, vous allez, par exemple, en ouvrir un, regarder, et là, vous pourriez lire cette première partie qui va vous donner des indications et vous dire, ah oui, c'est intéressant, donc je vais aller voir ce que les juges ont dit. Et là, vous rentrerez dans le jugement et vous lirez le jugement qui vous semblait intéressant. Et c'est ça que vous utiliserez, que vous citerez par la suite. Donc, en d'autres mots, faites-moi confiance, le jugement est intéressant pour vous. Donc, vous pouvez sauter toute cette première partie ici, hein. Ça n'a pas, ce n'est pas pertinent, ça n'a pas de pertinence pour nos fins à nous. Donc, vous voyez là, ici, sur le côté, mon curseur, là, il a déjà avancé, là, ici. Donc, ça vous fait beaucoup moins de lecture à faire. Après ça, on a la liste de la jurisprudence. Alors, on est dans le système britannique, hein, donc on utilise en permanence de la jurisprudence. Ce n'est pas pour rien que je vous en donne à lire. Ça, c'est la jurisprudence, comme vous voyez, les arrêts qui ont été cités par les juges, les lois et les règlements également qui ont été utilisés, donc dans cet arrêt, toute la doctrine qui est là. Alors, je vous l'ai dit, pour nous, ce qui est important, c'est la jurisprudence, les lois et les règlements, mais je vous ai dit également qu'on peut citer tout ce qu'on veut comme doctrine, hein. Il n'y a absolument aucun problème. Je vous ai même dit qu'on peut citer le Larousse, si on veut, là, hein. Il appartiendra au juge, tout simplement, de décider quelle valeur il accordera à la doctrine que vous lui citez. Et ça ne le lie pas, naturellement, mais c'est pour le guider. Alors, doctrine, mais ce serait, par exemple, d'utiliser de la doctrine, ce serait, par exemple, dans une situation où on n'a pas trouvé de jurisprudence, hein. Il n'y a pas de décision qui a été rendue sur un point de droit. Là, on va citer la doctrine, mais le juge décidera ce qu'il en fait de cette doctrine. Va-t-il la faire sienne ou va-t-il tout simplement l'écarter? Ça le regarde, ce juge. Donc, on a toute cette liste qui est ici. Et après ça, on a le nom des avocats, les avocats qui ont été partis à cette affaire. Donc là, évidemment, c'est la sécession d'une province, du Canada. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont participé à l'affaire, hein. Donc, comme vous le voyez, il y a le procureur général du Canada ici qui avait déjà envoyé un, deux, trois, quatre, cinq avocats dans le dossier, hein, le procureur général du Canada. Question complexe de droit, donc la Cour avait même un amicus curiae ici pour la soutenir dans son analyse. Puis après ça, comme vous le voyez, il y a les procureurs généraux d'un peu partout, Manitoba, Saskatchewan, territoire du Nord-Ouest, etc., etc. Donc, vous noterez que ce ne sont pas des partis, ce sont des intervenants, c'est-à-dire que ce sont comme c'est une question constitutionnelle, donc toutes les provinces, tous les procureurs généraux de toutes les provinces ont reçu un avis à l'effet qu'il y avait cette question constitutionnelle et il leur était libre d'intervenir, c'est pour ça qu'ils sont des intervenants, pour faire valoir leur position en droit, hein. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont décidé d'intervenir comme vous le voyez. Et enfin, on arrive dans le jugement. Le jugement suivant a été rendu par. Donc là, vous voyez, c'est le jugement suivant, ce qui veut dire que tout ce qui était en haut, ça ne faisait pas partie du jugement. En d'autres mots, si vous voulez sauter toute la partie là, supérieure, ne vous gênez pas. Vous voulez gagner du temps, là, vous voulez aller lire uniquement ce qui est pertinent. Vous pouvez tout à fait donc sauter toute cette partie supérieure et aller directement au jugement. Alors, le jugement ici a été rendu, comme vous le voyez, par la Cour. Alors, pour plusieurs d'entre vous, ce sera naturel, hein, si on pense à nos amis français, la Cour de cassation, donc c'est la Cour de cassation qui prononce les arrêts. Or, ici, je vous ai dit que les juges sont libres de prononcer l'arrêt qu'ils veulent. Ils peuvent donc se mettre ensemble, ils peuvent déposer chacun leur motif individuellement. Dans l'éventualité où les 9 juges avaient été d'accord, ce que nous verrions normalement, ce serait le nom des 9 juges ici, mais avec une indication pour nous dire quel a été le juge rédacteur. Donc, ce serait par exemple le juge un tel avec l'accord, et là, on aurait les 8 autres juges.
Ici, c'est un dossier qui était particulièrement important politiquement, hein, quant à savoir si une province peut quitter le Canada. Alors, d'un point de vue constitutionnel, dans le fond, c'était est-ce qu'on peut dissoudre, faire disparaître le Canada tel qu'on le connaît de la carte. Peut-être que si le Québec avait eu le droit de faire sécession, l'Alberta aurait suivi, et ainsi de suite, hein. Donc, c'est une question politiquement donc, et juridiquement très importante. Donc, ici, ce ne sont pas les juges, c'est la Cour. Donc, la Cour utilise cette mécanique lorsqu'elle veut donner plus de poids à son arrêt, hein. On nous indique que c'est l'institution aussi qui a donné, donc, à prononcer cet arrêt. Donc, vous ne le verrez pas trop souvent, la Cour ici, c'est assez exceptionnel. Les juges rédigent, bon, vous avez vu la longueur de nos arrêts. Donc, les juges vont nous donner, en fait, un cours de droit dans leurs arrêts, hein. Moi, je me souviens d'avoir eu un dossier il y a une vingtaine d'années devant la Cour européenne contre la France et d'avoir demandé à mon client de me donner donc la décision je crois que c'est le Conseil d'État, je ne me souviens plus exactement, 2 pages, hein, 2 pages, attendu que, non, c'est le cours de cassation, attendu que, 2 pages au total. Bon, dans la tradition canadienne, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le juge va prendre le temps de nous expliquer tout son raisonnement pour que nous comprenions comment le droit doit être appliqué au Canada. Il va structurer son arrêt ou son jugement un peu comme un livre de doctrine. Alors, c'est pour ça que ça devient très facile pour vous de le lire. Dans le fond, c'est presque un livre de doctrine. Vous voyez, ici, le juge a même pris le soin de mettre une introduction, hein. Donc, ça devient assez simple. Je vous ai dit que c'était un renvoi, donc que des questions en droit ont été posées à la Cour par le gouvernement, ici donc le gouverneur général en conseil, mais le juge vous reproduit les questions qui ont été posées, tout simplement, hein. L'Assemblée nationale, la législature, le gouvernement du Québec peut-il, en vertu de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement à la cession du Québec du Canada? Donc, on verra sans doute un chapitre quelque part qui va répondre à cette question, hein, le plus simplement du monde. Et les juges prennent souvent le temps de nous dire, voici les questions auxquelles nous devons répondre avec cet arrêt. Donc, c'est pas très compliqué après ça pour savoir, de savoir, si vous voulez, quels sont les sujets de droit qui auront été traités, puisque ça se trouve dans les questions qui auront été identifiées. Mais avant cela, ici, il s'agit d'une question, d'un dossier un peu particulier. Vous voyez, la Cour nous dit, avant d'aborder la question 1, il faut examiner les points soulevés relativement à la compétence de notre cour en matière de renvoi. Alors, imaginez-vous, la Cour engage un amicus curiae pour la guider, puis en plus, il pose une question à la Cour, donc en lui disant, mais êtes-vous certain d'être vraiment compétent pour prononcer des renvois, hein, donc tel que celui-là sur lequel vous penchez présentement? Alors, ce qu'on prend, l'amicus curiae travaillait en parallèle avec la Cour. La Cour a probablement senti le besoin, donc, d'établir ce droit clairement pour tout le monde, hein. Donc, on peut croire que le Micos Courrier s'est fait souffler à l'oreille le fait qu'il pourrait lui-même soulever donc ce point en droit, et c'est ce qui est arrivé. Donc, la Cour commence par parler de sa compétence en matière de renvoi. Vous pourrez le lire, ça vous donnera toutes les sources. Vous voyez l'article 53 de la loi sur la Cour suprême, c'est la base juridique de ce pouvoir de la Cour. Puis après ça, elle va continuer. Une cour d'appel peut-elle exercer une compétence de première instance? Parce que ça, les renvois, là, personne n'a prononcé de décision avant la Cour, et etc. Vous avez des sous-questions aussi qui vont servir donc à trancher cette compétence de la Cour sur les renvois. Or, ce n'est pas une question qui nous intéresse puisque ça ne relève pas de notre droit constitutionnel, donc on va la sauter. Et voilà les questions du renvoi. Donc, on les a vues tout à l'heure, mais il y a la première question qui est abordée ici, l'Assemblée nationale, la législature, le gouvernement du Québec, peut-il inverser la Constitution, blabla, nous l'avons vu tout à l'heure. Ce qui nous intéresse, vous voyez, donc on a cette introduction,
Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie ici, le contexte historique, l'importance de la Confédération. Et comment savez-vous que c'est ce qui nous intéresse? Mais tout simplement en regardant votre plan de cours. Si on regarde le plan de cours, on voit bien que le sujet ici, c'était l'histoire, comment la Confédération canadienne ou comment la Fédération canadienne a été créée, dans quel contexte, hein? Et si vous voyez ce renvoi, ben, il s'avère que vous avez un chapitre justement sur la création du Canada où on va vous donner les informations qui vont vous permettre de comprendre pourquoi le Canada a cette forme constitutionnelle, donc fédérative, d'une fédération. Oups, voilà. Et vous voyez, on va jusqu'au paragraphe 48. Si vous lisez ça, vous devriez avoir déjà un bon cours, une bonne compréhension, donc des motifs qui ont conduit à ce choix de structure constitutionnelle. Après ça, ben, vous avez un autre titre ici, l'analyse des principes constitutionnels pourriez l'utiliser pour comprendre ce que sont ces principes constitutionnels. Donc, là, ce n'est plus une question historique, c'est une deuxième question en droit. La Cour va nous donner un cours sur les principes constitutionnels qui constituent une source de droit constitutionnel et elle va nous en parler. Elle va nous dire ce que sont ces principes et elle va nous en identifier quatre et elle va en parler. Donc, vous avez le fédéralisme qui est un principe constitutionnel, la démocratie et ainsi de suite. Donc, encore une fois, en lisant ces parties ici, vous aurez, vous aurez un cours de droit qui vous sera donné par la Cour suprême. C'est exactement la même chose que si vous lisiez un livre de doctrine dans lequel vous auriez un auteur qui vous parlerait d'un sujet, donc en droit quelconque. Mais ici, au lieu que ce soit un prof d'université, ce sont les juges de la Cour suprême. Ça a beaucoup plus de poids dans notre système. Donc, voilà comment vous devrez lire ces arrêts. Identifier les chapitres qui traitent du sujet que nous traitons en classe et voyez ce que vous dit la Cour, donc en termes de droit, comment le droit constitutionnel aborde ce sujet. Et vous allez faire comme si vous lisiez donc de la doctrine en ce qui concerne vos notes, en ce qui concerne vos penses-bêtes, ou etc. Je ne sais pas comment vous procédez, mais je vous fais confiance. Donc, vous allez faire comme si vous lisiez de la doctrine pour retenir tous ces concepts développés par la Cour, développés et expliqués par la Cour suprême du Canada. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé en quoi que ce soit. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et une bonne session. Merci.